Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite IA qui va apprendre à jouer à Mario, à Super Mario Bros, hein, pour être un peu plus précis. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on va faire ça tout en Python et on va utiliser quelques librairies externes. Donc, on va utiliser Jim, on va utiliser NetSpy aussi, on va utiliser Stable Baselines. 3. Et après, on peut utiliser Matplotlib, mais Matplotlib, en fait, c'est juste pour un truc que j'ai fait, que j'ai laissé en commentaire d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est pas super important. Et le reste, après, je crois que de mémoire, c'est de base, en fait, par exemple, OS, si vous n'avez pas besoin d'installer, c'est une librairie déjà qui est avec Python. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu toutes les dépendances qu'on va avoir besoin. Donc, je vais partager ça. Voilà, donc du coup on va avoir besoin de Jim. Donc si vous connaissez pas Jim, en fait ça vient de OpenAI. OpenAI c'est une boîte d'IA américaine qui a pour but en fait de développer en fait l'intelligence artificielle et notamment le reinforcement learning. Ils sont pas mal spécialisés là-dedans et ils ont mis notamment à disposition Jim qui est une petite librairie en Python qui vous permet d'utiliser en fait des environnements pour vos renforcements learning, enfin pour vos projets de reinforcement learning. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc les environnements c'est juste voilà des jeux par exemple comme Mario. Nous on aura besoin d'installer aussi une dépendance un peu plus précise pour Super Mario Bros. Donc pareil, ce sera à nouveau un pip install comme vous pouvez voir ici. Ensuite, on aura aussi besoin de NetSpy pour tout ce qui est l'émulation. Et je crois que nous, c'est aussi pour les wrappers. Donc c'est, je sais pas trop comment on peut traduire ça en français, mais c'est pour un peu plus simplifier notre environnement et l'avoir d'une meilleure manière en fait pour l'utiliser. Et on va utiliser aussi Stable Baselines. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une librairie en fait qui vous fournit le code déjà fait pour plein d'algorithmes de reinforcement learning. Voilà, donc on n'aura pas à s'embêter à coder tout nous-mêmes, des centaines de lignes de code et de peut-être se tromper aussi parce que des fois c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc voilà, ça c'est les dépendances que vous avez à installer et normalement tout sera tranquille. Donc du coup le code je l'ai déjà fait, donc là on est du coup sur tout ce qu'on aura besoin. Donc on aura besoin d'importer Jim Super Mario Bros parce que ce sera notre environnement. Ensuite on va importer de NetSpy Wrappers, on va importer Joypad Space. Donc c'est un wrapper qui nous permet du coup de j'ai envie de dire de wrapper, donc je sais pas, d'enrouler, enfin de permettre d'avoir en fait notre environnement qui sera d'une meilleure manière au lieu d'avoir un truc qui est un peu trop brut. Ensuite, on va de Jim Super Mario, donc de là où on importe notre environnement, on va importer aussi des actions Simple Movements qui va nous permettre en fait d'avoir moins d'actions dans notre environnement parce que plus on a d'actions en fait dans notre environnement, plus c'est compliqué pour notre IA d'apprendre en fait à bien gérer dans l'environnement. Ce qui est assez évident, quoi. Si vous avez juste la possibilité de vous déplacer à gauche à droite, ce sera plus facile à apprendre que si vous avez 125 possibilités de déplacement. Ensuite, on va importer aussi Grayscale Observation. C'est pour en fait convertir nos images en gris. Je reviendrai un petit peu après pourquoi. On va importer aussi Vec FrameStack et Dummy Vec Env. Ça sera pour tout ce qui est le pre-processing. Et ensuite, on aura aussi de Stable Baselines. On aura PPO. Donc en fait, c'est notre algorithme de reinforcement learning qui est pour Proximal Policy Optimization. Et on importera aussi Base Callback, c'est pour sauvegarder nos modèles. Donc quand on est en train de notre IA, du coup on pourra sauvegarder ce qu'elle a fait et le réutiliser après. Ce qui est pas mal, comme ça moi c'est vu de toujours réentraîner notre IA. Du coup, Simple Movement, ça nous permet du coup d'avoir un environnement avec 7 actions. Cette action différente. Donc ce qui change un peu de normalement, enfin de ce que c'est à la base. Je crois qu'à la base il y a beaucoup plus d'actions en fait et c'est du coup beaucoup plus compliqué d'entraîner une IA en fait quand il y a beaucoup plus d'actions. Voilà. Alors ensuite du coup on va créer notre environnement. Donc pour cela on fait une commande assez classique avec Jim, hein. C'est du coup avec la méthode .make et on passe en paramètre du coup la chaîne de caractères qui correspond au nom de notre environnement ou au nom de notre jeu. Faut savoir d'ailleurs que vous avez plusieurs Mario Bros différents. Je crois qu'on peut les voir sur la page. Attendez, je l'ai ici. Je crois qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez voir, donc voilà, nous on va utiliser le standard. Ok. Ensuite il y a V1, donc c'est le done sample, donc c'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'informations. Vous voyez. Là il n'y a pas le décor par exemple. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par le décor, c'est-à-dire il n'y a pas trop le fond. À part un petit peu, vous voyez les montagnes ici, mais c'est quand même assez réduit. Ensuite vous avez du coup un truc encore plus pixelisé. Et à la fin, vous êtes genre là, vous voyez sur la version rectangle. Vraiment c'est Mario, c'est juste un rectangle rouge. Après vous avez d'autres niveaux. Donc, vous en avez un autre, donc de Super Mario Bros 2. Vous voyez avec un château et tout. Et en fait non, on s'arrête là. Et ensuite il y en a un qui est done sample, donc qui est un peu réduit en termes de détails. Voilà, donc du coup ça c'est pour créer notre environnement. Donc notre environnement est créé, on le stocke du coup dans env, dans le variable env qui est du coup notre variable environnement. Alors après là si vous voulez vous pouvez faire des affichages pour voir les actions qui sont disponibles. Vous pouvez aussi voir la forme en fait
de l'observation space, donc en fait comment on pourrait dire, de quoi ressemble en fait votre environnement. C'est en gros une observation. Ensuite, du coup là, si vous voulez tester votre jeu, vous pouvez faire ce petit code. Donc là, ce que vous allez tout simplement faire, c'est que vous allez itérer un certain nombre de frames et à chaque fois, vous allez du coup prendre une action au hasard et vous allez faire le rendu de cette action. Donc du coup, vous allez avoir un Mario qui va sauter par exemple, ou qui va, je sais pas, qui va courir ou des trucs comme ça. Et voilà. Le done, il est renvoyé aussi à chaque step. C'est tout simplement en fait pour dire si on doit arrêter l'environnement ou pas. On peut arrêter l'environnement en fait quand on arrive dans une impasse, en fait quand on arrive dans quelque chose qui est totalement bloqué. Donc voilà, c'est pas mal aussi de le mettre ça. Donc si on arrive à une impasse, du coup on réinitialise l'environnement. Donc en fait on recommence au début. On recommence la partie comme quand on meurt en fait dans Mario et qu'on recommence au début. Voilà. Et env.render est assez important vu que c'est ce qui vous permet en fait de faire le rendu visuel. Donc vous aurez une petite fenêtre de votre Mario en fait avec l'environnement. Voilà. Alors ensuite du coup on va passer maintenant au pré-processing. Donc ça c'est la partie la plus importante en fait en reinforcement learning et en IA en fait un peu tout court. C'est tout simplement en fait de traiter en fait vos données, de pas envoyer de simples données brutes parce que on a beaucoup trop de données et des données qui ne sont pas très utiles. Là en fait ce qu'on va avoir c'est que on a comme données en fait les images de notre jeu qui en soi sont de plutôt bonnes données, mais il y en a beaucoup. Parce qu'une image, ça fait une certaine taille. Donc la taille, vous pouvez l'obtenir en faisant l'observation space. Donc je sais plus exactement ce que c'est, mais vous avez du coup, on va dire par exemple une petite fenêtre de 300 par 300. Vous voyez que ça fait beaucoup de données. Sachant qu'en plus, on va avoir 3 fois cette couche en fait, 300 x 300 parce que on est sur du RGB. J'avais mis mon environnement dans le joypad qui est un wrapper qui permet du coup d'avoir moins d'actions aussi parce que de base il y en a beaucoup trop d'actions, ce qui est encore plus compliqué du coup pour l'IA d'apprendre. On a le grayscaling et on va aussi garder les dimensions des images pour pas que ça fasse n'importe quoi parce qu'après pour la suite on aura besoin pour faire du stack frame. Je vous expliquerai du coup ce que c'est. Donc du coup après si vous voulez vous pouvez regarder la shape du coup d'une image de l'environnement et vous vous rendrez compte qu'en fait on aura à peu près pareil sauf que on n'aura pas du coup une dimension de 3 à la fin de notre tuple, on aura juste une dimension de 1 parce qu'on aura du coup juste une seule image en gris. Voilà, ce qui permet du coup d'avoir moins d'informations, moins de données sans perdre pour autant l'information parce qu'au final les couleurs pour apprendre elles sont pas super utiles. Ouais, ce que je veux dire, c'est à dire que si un tuyau, par exemple, que le tuyau soit vert ou soit gris, par exemple, c'est pas super important. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut réussir à l'éviter. Les champignons, c'est pareil. Il y en a peut-être plusieurs, mais au final, qu'ils soient gris, on s'en fiche un peu parce qu'on sait que ceux qui sont pas bons sont ceux qui ont une tête un peu moche. Voilà. Donc, du coup, on peut se passer des couleurs et on peut avoir, du coup, on peut négliger un petit peu les données, enfin réduire un peu les données, comme ça au moins, on pourra mieux apprendre notre IA pourra mieux apprendre plus rapidement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans un environnement artificiel, notre nouvel environnement qui a été du coup wrappé. Voilà, ce qui nous permet de le vectoriser et ce sera du coup un peu plus facile pour le manipuler par la suite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stacker des frames. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas donner à notre IA image par image parce que une image par image, ça donne pas suffisamment d'informations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer des petits paquets d'images sans pour autant que ça fasse trop d'informations données à la fois. Et donc du coup, quand on envoie plusieurs images, du coup, on va voir en fait une petite évolution. D'accord ? Si votre Mario avance, vous allez du coup le voir avec ces petits paquets d'images. Vous voyez, si j'essaye de faire un petit dessin rapide, vous voyez, on dit par exemple que voilà, on a ça, on a un tuyau ici, on a notre Mario ici, voilà, ça c'est censé être Mario. Il a changé le plombier quand même. Hop, du coup, ensuite l'image suivante, le tuyau est plus proche, enfin le tuyau a avancé entre guillemets, hop, et notre Mario est ici. Vous voyez du coup que ça donne une petite évolution sur l'information. Voilà, et du coup on va mettre 4 données, enfin 4 images, ce qui va nous permettre du coup de pouvoir en fait de permettre à l'IA de mieux comprendre en fait un petit peu plus comment évoluent les choses. Du coup ce qu'on fait voilà, c'est qu'on récupère à chaque fois 4 images par 4 images et on stack ça du coup.
Et du coup, si on imprime du coup ouais, la nouvelle shape, on verra que du coup, on aura au début un tuple du coup qui va nous donner une taille 1, tout simplement parce qu'en fait on a vectorisé, donc du coup tout est contenu dans une seule liste. Voilà, si on va essayer d'imaginer ça. Ensuite, du coup, on a la dimension X et Y. Et ensuite, on a 4 pour dire que du coup, on a bien 4 images. Matplotlib, comme je crois que je l'avais dit, mais Matplotlib, du coup, c'était juste pour un truc que j'ai mis facultatif. Donc, ça, c'est si vous voulez en fait afficher vos 4 images en fait qui sont récupérées et qui sont stackées. Voilà, donc c'est à vous de voir. C'est pas super utile, mais si vous avez besoin de vous représenter les choses, ça peut être pas mal. Et ensuite, du coup, on arrive à notre IA. Donc, tout d'abord, ça, on a une classe qui va nous servir à sauvegarder en fait nos modèles, voilà, qui se base sur base callback de stable baselines free. Ça je base un petit peu parce que c'est pas super important à savoir. C'est surtout pour sauvegarder vos modèles. Ouais, ce qu'il faut savoir prendre, c'est le paramètre check frec, donc qui permet en fait de déterminer à quelle fréquence en fait on va sauvegarder nos modèles. C'est-à-dire que voilà, on va du coup lancer des simulations et tous les combien en fait on va du coup enregistrer nos modèles. Je reviendrai après du coup un petit peu là-dessus parce que j'ai un doute là d'un coup sur quel est l'indicateur en fait de la fréquence quoi. Je crois que c'est en termes d'épisode. Donc ensuite ce qu'il vous faudra aussi c'est qu'il vous faudra des chemins pour enregistrer vos entraînements. Si vous faites ça, hein, ça c'est facultatif, hein, c'est à vous de voir. Et vous aurez aussi besoin d'un chemin d'accès, de log, voilà, pour tout ce qui est du coup on va dire information supplémentaire en fait sur les enregistrements. Donc vous créez votre dossier dans là où vous avez mis votre fichier et vous pouvez mettre du coup juste un point log, ça fonctionnera très bien. Comme j'ai fait ici, vous voyez ils sont là, logs et train. Et du coup voilà, là c'est leur chemin d'accès. Et même de toute façon, si vous ne les créez pas, je crois qu'ils seront créés automatiquement. À vérifier ça, mais bon, voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Donc ensuite, du coup, là, c'est pour sauvegarder notre modèle, nos modèles même. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que tous les 10 000 épisodes, donc un épisode, c'est, si vous ne savez pas trop ce que c'est en quelque sorte une simulation. Une simulation arrive à sa fin quand on arrive dans une impasse ou quand on a un certain nombre d'étapes, ou un certain nombre d'actions plutôt, je veux dire, quand on a un certain nombre d'actions délimitées. Je sais pas, on va dire par exemple notre épisode, il a maximum 10 000 actions. Bon, ben, si on arrive à 10 000 actions, alors on réinitialise l'environnement et on a fini cette simulation ou cet épisode. Voilà, donc là, ça veut dire que tous les 10 000 épisodes, je vais sauvegarder mon modèle et faut penser aussi à mettre le chemin en fait où vous allez enregistrer vos entraînements de modèles. Faites attention aussi, ça demande pas mal de ressources. Moi j'ai stocké je crois une centaine de modèles et ça m'a pris 27 gigas je crois. Voilà, donc faut faire attention là-dessus. Et ensuite, du coup, on arrive au moment où on va soit entraîner, soit tester notre modèle. Donc, j'ai mis tout simplement un truc dans le cas où si je veux entraîner, bah voilà, je mets train est égal à true et du coup, j'entraîne avec ces deux lignes de commande. Et sinon, je mets à false et du coup, je teste mon modèle, c'est-à-dire que j'ai le rendu visuel en fait et je vois mon Mario qui joue tout seul en fait au jeu. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que si on entraîne, bah du coup, on appelle du coup PPO qui est notre algorithme de reinforcement learning qui est proximal policier optimal, il me semble. Je vais peut-être juste vérifier rapidement. Proximal Policy Optimization. Voilà. Donc, du coup, c'est un algorithme en fait de reinforcement learning qui a été développé à nouveau par OpenAI il y a pas si longtemps que ça, qui est un algorithme en fait qui s'est assez vite imposé dans le domaine du reinforcement learning, qui en fait du coup, on lui envoie une petite quantité de données, et il va mettre à jour sa policy, c'est-à-dire sa politique, son comportement en fait dans le jeu. Ensuite, du coup, là, il y a des paramètres, notamment sur l'environnement que vous allez utiliser, sur le réseau de neurones, sur tout ce qui est learning rate. Donc learning rate, c'est le taux d'apprentissage. Donc c'est entre guillemets à quelle vitesse en fait apprend votre IA, enfin votre algorithme. On pourrait se dire que mettre un learning rate très élevé est utile parce que du coup il va apprendre super rapidement, mais le problème c'est qu'apprendre super rapidement peut le faire converger vers une solution qui n'est pas le plus optimale. Et n steps, c'est le nombre d'étapes maximum qu'on peut faire par épisode, il me semble. Et ensuite on a du coup ensuite le modèle.learn qui est du coup le moment où on va s'entraîner. Donc voilà, donc ça c'était pour configurer l'algorithme, ça c'est maintenant pour entraîner. Et donc là j'ai mes total time steps 1 200 000, donc je vais faire 1 200 000 simulations.
et je l'ai mis en callback, donc ça vous pouvez l'enlever si vous voulez, ça fonctionnera aussi. C'est en fait tout simplement par défaut à none, donc si vous voulez vous le mettez pas si vous voulez pas enregistrer vos modèles. Et donc du coup ce que ça va faire c'est que tous les 10 000 simulations je vais enregistrer mon modèle, donc je vais enregistrer mon modèle à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 etc. jusqu'à la fin. Voilà. Et sinon si je veux tester, je fais tout simplement, je mets ici comme je l'ai dit à false, et du coup ce que je vais faire c'est que je vais charger un de mes modèles qui est du coup dans un de mes dossiers train. Donc je vais essayer de prendre un des plus les plus récents, enfin ceux qui sont les plus loin. Oui, là j'ai entraîné 1 200 000, je vais mettre par exemple à 1 million et quelques, ou à 990 000 comme j'ai mis ici, qui va me permettre du coup d'avoir normalement en théorie un modèle qui est mieux entraîné que les précédents. Et ensuite simplement ce que je fais c'est que du coup j'ai chargé mon modèle, je réinitialise mon environnement pour le mettre à 0, je fais ensuite une petite boucle while run qui me permet en fait du coup de donc d'abord de prédire grâce à mon modèle la prochaine action, et ensuite à partir de cette action de faire la step, l'étape suivante du coup dans mon environnement, parce qu'une action du coup amène à comment on pourrait dire une étape suivante, quoi, comme quand vous jouez, si vous décidez d'avancer, vous arrivez à une petite étape suivante, vous arrivez à un nouveau moment dans votre jeu, qui n'est pas forcément un truc oufissime, mais vous arrivez à quelque chose de nouveau dans votre environnement, et donc du coup on récupère du coup toutes les données qui nous sont données par cette fonction qui est state, donc le nouvel état, le reward, donne si on est du coup à la fin ou pas, si on est dans une impasse, ou info, donc ça c'est des infos en plus, c'est pas super important, et bien évidemment le environment.render qui est important, qui permet du coup de rendre en fait, de faire le rendu en temps réel du coup de votre environnement, donc de votre jeu du coup avec Mario qui joue tout seul. Donc du coup je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à vous dire sur ce code. Donc voilà, du coup c'est pas mal tout ce truc de vous pouvez enregistrer vos modèles pour les réutiliser après, vous pouvez aussi voir votre IA qui joue en temps réel, donc ça c'est quand même pas mal. Après du coup faire aussi pas mal d'entraînement, c'est ça là aussi le problème du reinforcement learning, c'est que ça demande pas mal d'entraînement. Faut monter facile à 1 200 000, voire peut-être un peu plus, peut-être 2 ou 3 millions, comme ça vous aurez peut-être une IA beaucoup plus performante. Après il faut un peu jouer aussi avec ses paramètres. Le learning rate par exemple vous pouvez le diminuer de 1 par exemple, ou l'augmenter, enfin quand je dis diminuer de 1 c'est diminuer, enfin enlever un 0 ou rajouter un 0. Vous pouvez aussi augmenter le nombre d'étapes. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de tester un petit peu. Et ensuite, aussi, ça dépend de ce que vous attendez aussi de votre IA. Si vous attendez un truc très performant ou un truc qui est performance en plus, voilà, ça à vous de voir. Après, voilà, ce qui est surtout important, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est tout ce qui est pré-processing, de réussir à bien traiter les données pour notre modèle. Parce qu'après, en soi, en fait, l'IA en elle-même, c'est juste ça quoi. Et on peut dire aussi cette ligne de code si on veut, mais encore c'est pas non plus grand chose. Donc c'est vraiment tout ce qui est traitement en fait des données, donc le pré-processing comme on dit, qui est super important. Voilà, donc du coup j'en ai fini du coup pour ce petit projet qui était assez sympa à faire. Donc si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. Et moi sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine, salut.